Jean-François Copé, notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Le leader de l'opposition, président de l'UMP, Jean-François Copé. Comment se fait-il que Manuel Valls soit plus populaire à droite dans votre électorat que de nombreux dirigeants de l'UMP? Dans les sondages, mais oui. Je propose qu'on laisse ça de côté pour notre discussion. Le vrai sujet, oui, c'est que Manuel Valls, c'est sans doute un homme de communication, vous le dites tous, mais c'est pas un homme de résultat, dites-moi. Parce que maintenant que le masque est en train de tomber et qu'on est en train de voir publier les résultats de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, que ce soit l'explosion des cambriolages, plus 27%, la baisse des reconduites à la frontière, moins 25%, ou l'augmentation de 50% des régularisations, ben dites-moi, je voudrais être certain que lorsque l'on sonde les Français, ils ont bien tous ces éléments en tête. C'est à l'image de ce qui se passe depuis le début de la semaine. Manuel Valls vient d'être nommé... Manuel Valls, c'est qui à vos yeux? Oh, je sais rien. Non, mais attendez, politiquement. Je suis pas psychanalyste. Mais politiquement. Mais c'est aujourd'hui quelqu'un qui applique le principe, vous savez, ce vieux proverbe, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Dans une équipe gouvernementale qui, depuis 2 ans, a montré un bilan absolument désastreux, il a donné le sentiment d'être un peu plus organisé que les autres dans sa communication. Plus d'énergie, plus d'autorité? L'énergie, écoutez, heureusement qu'un certain nombre d'hommes et de femmes ont de l'énergie. C'est pas tant le sujet. L'autorité, on n'en sait rien, il n'a encore commandé personne. Ce qui compte pour moi, ce sont les résultats. Quand je dis pour moi, c'est pas pour moi en tant que responsable politique, c'est d'abord en tant que citoyen. Quel est le message du 30 mars? Parce que on est en train de passer ça très vite, là, de passer à autre chose. Mais je trouve que les observateurs ont peut-être un peu... ont insuffisamment mesuré l'ampleur du séisme politique. Les municipales, c'est pas juste une petite un vote de sanction comme ça au milieu d'un mandat. C'est une sanction gigantesque. Vous vous rendez compte que le 30 mars, depuis le 30 mars, ce sont désormais 62% des villes de plus de 9000 qui sont passées à droite. Il n'y en avait que 45%, 62%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Hollande, avec la réaction qu'il a eue depuis 15 jours, ne nous semble pas avoir totalement compris le message que lui ont adressé les Français. Il a tout changé. Mais il a tout changé, François Hollande. Il a changé de gouvernement, il a changé de Premier ministre, il a changé d'entourage à l'Élysée. Tiens, au passage, la nomination de Monsieur Lemay à la tête de la Caisse des dépôts et consignations, ça vous choque? Écoutez, je crois que c'est une erreur politique considérable, qui ne met pas en cause la personne de Monsieur Lemay, qui est un préfet de haute compétence. Un préfet à la tête d'une banque. Voilà, vous avez tout dit, à la tête d'une très grande banque publique, et la Caisse des dépôts et consignations, de la part du président qui se voulait irréprochable. Je pense qu'il y a d'ailleurs, en ce début de nouveau gouvernement, il y a là 2 fautes qui vont peut-être constituer des vrais péchés originels. Lesquels? La nomination de Monsieur Lemay à la Caisse des dépôts, ancien secrétaire général de l'Élysée, qui est un préfet dont chacun comprend qu'il a d'énormes compétences pour continuer d'être préfet, peut-être de grandes régions, mais certainement pas d'être le directeur général de la Caisse des dépôts. Et puis, alors deuxième faute, Harlem Désir, qui semble ne pas avoir fait l'affaire. Moi, je suis pas là pour juger. Il est incompétent, le PS, et qu'on remercie en le nommant aux affaires européennes. Mais il est incompétent, lui, député européen. Écoutez, je veux juste vous dire une chose, c'est qu'il y a derrière ça un message adressé sur la question européenne à celles et ceux qui attachent de l'importance à l'Europe, qui est absolument désastreux. C'est d'ailleurs un une élément façon qui de le recaser à vos yeux, c'est quoi? Bien sûr. Non, mais bien sûr. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est que François Hollande n'a cessé de donner des leçons de morale à tout le monde, Et voilà que moi je serais lui. Mais il est incompétent à vos yeux parce que il est député européen. Je veux pas prendre la défense d'Harlem Désir. Vous êtes touchant. Non. Vous savez que c'est le recordman de l'absentéisme au Parlement européen, Harlem Désir. L'un des recordman. Donc si vous voulez, rien que ça, c'est quand même un message. Je crois que c'est une vraie faute politique. Et moi je serais conseiller de François Hollande, que Dieu ne plaise. Je recommanderais quand même de revenir sur à la fois le projet de
nommer Monsieur Lemar à la Caisse des dépôts et de voir si Monsieur Désir a vraiment sa place comme secrétaire d'État aux affaires européennes alors que la campagne européenne commence. Alors pour en revenir à Alain Désir, franchement c'est une façon de recaser. Vous avez recasé Nadine Morano, Michel Alliot-Marie. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Non, à la limite vous pourriez faire la comparaison avec ce que peut battu en 2012 un responsable de parti politique. Mais encore une fois, moi ce que je dis par rapport à cela, c'est que les Européens François Hollande a passé, mais c'est pas les Européens, il est secrétaire d'État aux affaires européennes, au gouvernement. Non, mais Jean-Jacques Bourdin, ce que je veux juste vous dire, on ne peut pas avoir donné des leçons de morale à tout le monde, comme l'a fait François Hollande, avoir fondé sa crédibilité contre Nicolas Sarkozy dans la campagne présidentielle sur le moi président, et en réalité, faire exactement l'inverse. Vous disiez tout à l'heure, mais il a tout changé. J'avais envie de vous demander si vous ne vous réincarniez pas dans le Alain Delon du célèbre Guépard. C'est-à-dire, il faut que tout change pour que rien ne change. Car la vérité, c'est quoi? Il n'a rien changé. C'est que rien n'est changé. C'est la même équipe, les mêmes hommes, même politique, à l'exception de Jean-Marc Ayrault, qu'on a remplacé par Manuel Valls, et on essaie de nous faire croire qu'on est installé pour toujours. Écoutez, le discours de politique générale de Manuel Valls, qui nous parle de 2022, de 2024, mais le Premier ministre... 2021, 22 pour le débat sur le compte des conseils généraux, pour les conseils départementaux. 2030 pour la transition énergétique. Non mais juste une chose, Jean-Jacques Bourdin, Manuel Valls, il faut que chacun le comprenne, Manuel Valls, il n'a pas 10 ans, il a 2 mois. Il a 2 mois pour adresser aux Français le message que le gouvernement va vraiment changer de politique. Or, excusez-moi, mais on multiplie les provocations. Vous avez entendu ce que M. Valls a annoncé? Il annonce, le maintien de la loi Taubira qui va être discutée en urgence, qui est l'un des textes les plus laxistes jamais présentés en matière de politique pénale. Mais c'est vrai, il a annoncé ça. Oui. Non mais attendez, alors s'il est amendé, c'est plus le texte de Mme Taubira. Avant-hier ici même. Donc c'est pas le texte de Mme Taubira. Deuxièmement, les rythmes scolaires. Au moment où il veut serrer la ceinture des collectivités locales, il veut enlever 10 milliards d'euros, il demande aux maires de payer 1 milliard de plus pour les rythmes scolaires. Je vais revenir sur les rythmes. C'est irresponsable. Je vais revenir sur les rythmes scolaires, Jean-François Copé, mais ce que propose Manuel Valls, pour résumer, on va pas entrer dans le détail, baisse de cotisation patronale, en fait, baisse du coût du travail, ça vous n'êtes pas contre. C'est les propositions de l'UMP. Oui, donc vous n'êtes pas contre. Je suis très pour, j'ai juste un problème. Bon. C'est que nous avons présenté dans le même temps un programme d'économie. Il n'en a présenté 130 milliards d'euros. Bien sûr. Et c'est documenté. Et nous continuons d'ailleurs d'affiner régulièrement nos propositions. Mais dans le cas de Manuel Valls, il annonce 50 milliards de baisse de dépenses. Oui. Nous n'en trouvons que 39, malgré vos efforts pour essayer d'obtenir plus de précision. Et en réalité, on se rend compte que ces 39 milliards ne sont pas du tout précisés. Donc, cela risque d'être encore un marché de dupes. Quant aux baisses de charges, bien sûr qu'il faut les faire. Mais quand on nous dit qu'on va baisser les impôts et les charges des Français, il ne faut pas que les Français soient dupes. Il ne faut pas oublier qu'en 2014, les ménages vont payer 10 milliards de plus d'impôts et de charges du fait des décisions de M. Hollande depuis 2 ans. Donc le compte n'y est pas. Enfin, dernière chose, pour que tout le monde soit bien au clair, lutter contre le chômage, bien sûr que c'est baisser les charges, mais enfin, dans une situation comme la nôtre, il n'est pas normal que cela se suffise à soi-même. Il aurait fallu que le Premier ministre parle également de la question des 35 heures, que nous voulons supprimer, cette fois nous le ferons, que d'autre part il parle de baisser les réglementations. Vous vous rendez compte qu'en France, passer de 49 salariés à 50, c'est 35 obligations fiscales et sociales supplémentaires. Bon, c'est tout ça qu'il faut changer, il n'en a pas parlé. La baisse des cotisations patronales à l'URSSAF sur les salariés qui gagnent le SMIC ou jusqu'à 1 fois 3 le SMIC, c'est une bonne idée. Ou pas 1,3 fois le SMIC. Oui, 1,3 fois. C'est une bonne idée ou pas? Je vous dis, près de 2000 euros, ça fait. C'est le programme de l'UMP. Oui, sauf que ça ne suffit pas. Ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est trop peu. Mais est-ce qu'il fallait annuler totalement les charges patronales au niveau du SMIC? Non, je pense que toutes les charges patronales. Là, par Est-ce qu'il faut aller au bout de ce raisonnement ou pas? François Fillon avait commencé la même politique. C'est la même politique que celle conduite par François Fillon. Juste une chose. Oui. Je voudrais compléter. Allez-y. Ça ne suffit pas. C'est trop peu et dans trop longtemps. Alors, faut-il annuler totalement les charges patronales? Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans les charges patronales, mais qu'on ne peut le faire que si dans le même temps on baisse vraiment les dépenses publiques. Voilà pourquoi j'ai parlé de 130 milliards de baisse. Alors je vous donne un deuxième point. Le programme de Manuel Valls n'est pas suffisant aussi parce qu'il ne parle que de ceux qui ont de bas salaires. Or, notre pays a besoin aussi d'encourager la main-d'œuvre qualifiée.
C'est pour cela d'ailleurs que je suis très en colère sur l'absence de politique d'immigration de ce gouvernement. Car la question de l'immigration a un lien avec l'économie. D'accord, mais les charges salariales, là je ne parle pas des charges patronales, les charges salariales sont aussi baissées, c'est ce qu'il nous a annoncé, jusqu'à 3,5 fois le SMIC, je crois, ça fait 90% des salariés en France. C'est une bonne mesure ou une mauvaise mesure? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'annonce, c'est la réalité des faits. Bon, vous attendez des chiffres, mais comment va-t-il le payer? Aujourd'hui, ce qui, moi, me préoccupe, comme tout le monde, c'est de voir comment est-ce qu'il va le financer. Alors, pour financer, il faut faire des économies. Vous êtes d'accord avec lui? Bien sûr. Vous êtes à 130, lui est à 50. Sauf qu'on ne les a toujours pas documentés. Puisqu'en réalité, il n'est même pas à 50, il est à 39. Il a réduit la promesse encore. Donc le compte n'y est pas. Bon, le compte n'y est pas. Il faut faire des économies. Est-ce qu'il faut faire des économies au niveau des collectivités territoriales? Oui ou non? Attendez, il faut faire des économies au niveau des collectivités territoriales. Il faut faire des économies au niveau de la fonction publique. Oui. Bien sûr que la question du temps de travail dans la fonction publique. Donc là, vous êtes d'accord sur les choix, sur les directions mais Jean-Jacques Bourdin, me dites pas ça. Monsieur Hamon, nouveau ministre de l'Éducation nationale, a confirmé avant-hier à la tribune de l'Assemblée qu'ils allaient continuer d'embaucher 60 000 fonctionnaires. On se moque des Français. C'est ça que je veux simplement vous 60 000 dire. Fonctionnaires dans l'Éducation nationale. Oui. Mais 60 000, c'est de la folie. On n'a pas le premier euro pour le payer. Donc c'est un double langage. C'est cela que je veux vous dire. C'est qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir, en termes de réussi un discours de politique générale. Il a été réussi? Écoutez, en contraste avec celui de son prédécesseur, tout le monde a dit c'est formidable, c'est un orateur. Mais c'est très bien, c'est pas le sujet. Ce qui compte pour moi, c'est le contenu. Nous ne commençons pas de zéro. La France n'est pas une page blanche. Ce quinquennat n'est pas une page blanche. Ça fait 2 ans de perdu déjà. 2 ans de perdu. On n'a pas une équipe toute fraîche qui arrive auréolée du succès du suffrage universel. Je reviens sur les économies, sur les collectivités territoriales. 10 milliards, ça vous paraît suffisant ou il faudrait plus dans votre programme? J'ai pas vu 130 milliards, vous prévoyez combien sur les collectivités territoriales? Beaucoup plus? Je prévois beaucoup plus, mais surtout je voudrais rentrer Comment faites-vous? Eh bien c'est très simple. Premier point, la question de la fonction publique. Il faut absolument repenser le temps de travail en France. Fonction publique territoriale? Pour les salariés du privé, et ça ne peut pas alors se faire sans y associer des fonctionnaires des collectivités locales, de l'État, et de la sécurité sociale. Ça veut dire la question du statut pour les nouveaux entrants. Ça veut dire qu'il faut avoir le courage de regarder. C'est la question du temps de travail. Comment peut-on faire pour que des fonctionnaires qui font plus que le nécessaire soient mieux rémunérés que ceux qui font juste le nécessaire? Comment est-ce qu'on peut mieux les considérer, qu'ils soient moins nombreux, avec des tâches mieux définies? Une définition du périmètre de l'État, ça n'a encore jamais été fait par ce nouveau gouvernement. Bien, la réforme des rythmes scolaires. Donc vous avez vu que la ville de Toulon refuse de l'appliquer à la rentrée prochaine. Comme la ville de Meaux. Comme la ville de Meaux. Est-ce que vous demandez à tous les maires, et de très nombreuses villes. Est-ce que vous demandez à tous les maires UMP de refuser de mettre en place cette réforme? Je recommande à tous les maires, qu'ils soient UMP ou qu'ils ne le soient pas, d'avoir le courage de dire au gouvernement, ça suffit le double langage. Cette réforme... Vous lancez un appel ce matin? Bien entendu. Cette réforme, Jean-Jacques Bourdin, n'a aucun contenu pédagogique. Ne faisons pas croire aux gens que l'on va améliorer la qualité de lecture, d'écriture des enfants avec des rythmes scolaires qui sont en réalité des demandes de garderie payées par les communes. C'est l'argument avancé par le maire de Toulon. Le maire de Toulon dit le problème, ce sont les aides de l'État qui ne viennent pas, qui ne nous permettent pas d'appliquer cette réforme. 2 éléments. 1, il n'y a pas de contenu pédagogique. Et 2, on demande c'est un débat, le contenu pédagogique. C'est un débat. Jean-François Copé. Écoutez, il y a des avis de tous les côtés, dans tous les sens. Je vais vous dire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le sujet, vous y compris en tant que père de famille. Moi, je peux vous dire qu'en tant que maire, nous avons tout regardé avec l'ensemble des représentants des parents et des professeurs à Meaux, et que nous ne trouvons pas le moindre point positif. Alors, est-ce que vous lancez un appel ce matin à tous les maires? Donc, n'appliquez pas cette réforme. Il faut interpeller le gouvernement. Nous ne cessons de le faire depuis des mois, en lui disant au moins laissez le libre choix aux maires. Au moins le libre choix. N'imposez pas d'en haut, comme le faisait M. Payon, une réforme que vous ne payerez pas, vous l'État, que vous imposez aux collectivités locales par décret, c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu de discussion, et que cela se fasse... par décret, tous les gouvernements, hein. Ah non. Utilisent le décret, non, justement. Mais c'est très grave ce qu'ils ont fait. En réalité, tout transfert de compétences aux communes doit être compensé financièrement. Et généralement, ça passe par la loi.
Oui. Le fait de le faire par décret, c'était pour empêcher qu'on saisisse le Conseil constitutionnel. Ah non, c'est une vraie imposture juridique. Le Conseil d'État. Bien entendu. Le problème, c'est qu'il y avait un délai de 2 mois. Nous sommes postérieurs au délai de 2 mois. Donc nous avons fait tous les recours possibles, sauf que il faut attendre qu'on ait les réponses. Mais c'est pas la même chose que si c'était une loi. La deuxième chose, Jean-Jacques Bourdin, c'est qu'on ne peut pas d'un côté demander aux communes de leur serrer la ceinture en baissant les dotations, mais de leur dire par contre vous payez les rythmes scolaires. Dites-moi, sur les économies territoriales souhaitées par le Premier ministre, le fait de diviser par 2 le nombre de régions à l'horizon 2017 et de supprimer les conseils départementaux à l'horizon 2021, vous approuvez ou pas? C'est-à-dire, moi, vous le savez, je milite depuis très longtemps pour que l'on fusionne les conseils généraux et les conseils régionaux. Parce que c'est un conseils généraux qui sont appelés les conseils départementaux maintenant d'ailleurs. Oui, mais c'est pareil. Pourquoi ce millefeuille est absurde? Il faut garder l'identité départementale. Là, avec Attendez-moi. Il faut garder l'identité départementale, mais il faut l'échelle régionale plutôt que de doublonner. Les uns construisent des collèges, les autres des lycées. Sauf qu'il y a un petit problème. C'est le même Manuel Valls qui a supprimé la première étape de cette fusion que nous avions mis en place en créant à la place des conseils généraux et régionaux des conseillers territoriaux. Il les a supprimés. Monsieur Hollande, en réaction à ma proposition en janvier dernier au vœu du Conseil général de Corrèze, c'est le gag, n'a rien trouvé de mieux que de dire qu'il y était contre. Et voilà que 2 mois après, il est pour. Donc c'est là encore se moquer des gens. Et puis je le répète, Jean-Jacques Bourdin, c'est bien gentil de parler de 2017 et de 2022, mais Monsieur Valls, il n'a pas 10 ans pour faire les choses. Il a 2 mois pour retrouver sa crédibilité, et je vous démontre point par point, depuis le début de notre entretien, que je ne vois pas aujourd'hui la moindre crédibilité en dehors des promesses qui sont faites et qui ne sont pas argumentées. Ce qui me permet de dire à Hervé Gattegno, dont je connais le talent et que j'écoutais tout à l'heure, que je veux bien qu'on parle de Manuel Valls comme d'une menace. Enfin, le véritable sujet aujourd'hui, c'est qu'il a en face de lui, Monsieur Valls, une UMP devenue premier parti de France et qui chaque jour avance un peu plus ses propositions. Chacun dans son coin. Pardon. Laurent Wauquiez était hier matin avec moi. Il m'a proposé une Europe à 6. Vous êtes d'accord ou pas? Avec un noyau dur à 6, je sais pas. Noyau dur à 6, vous êtes d'accord ou pas? Ça dépend ce qu'on met dedans. Ce que nous défendons, c'est une Europe à 6, la sortie de l'espace Schengen, la mise en place d'un vrai protectionnisme européen. Vous êtes d'accord? Je vous réponds après. Il dit, j'espère que l'UMP me suivra. J'espère que ce sont des idées qui seront appliquées. Bon, juste il y a des points sur lesquels c'est notre philosophie. On est tous pour dire qu'il faut une Europe à géométrie variable. Il faut arrêter de considérer qu'on peut tout faire à 28. Alors après, moi j'ai une différence, c'est que je comprends que Laurent Wauquiez est fédéraliste. Bon, moi je trouve que le débat entre fédéral et liste et souverainiste est un faux débat. Moi je suis profondément européen. Bon, il se trompe Wauquiez dans ce choix. Mais je respecte l'avis de chacun. Heureusement, il y a une diversité d'avis. Mais moi je ne suis pas fédéraliste. C'est-à-dire que je pense que l'Europe c'est majeur, que c'est notre identité. C'est en cela que Marine Le Pen est totalement irresponsable à vouloir faire campagne en faisant croire aux gens qu'on va aller mieux en sortant de l'Europe. C'est irresponsable. Mais en revanche, je crois qu'il faut que l'Europe se transforme, qu'elle soit efficace. Je suis pour l'Europe des résultats, pas l'Europe des problèmes. On dirait Arnaud Montebourg qui parle là, non, sur l'Europe, non? Jean-François Copé, vous avez à peu près la même position, me semble-t-il. Dites pas ça. D'abord, Arnaud Montebourg refuse de voir le monde tel qu'il est et il veut décréter la guerre à la mondialisation comme si c'était un ennemi, alors que le vrai sujet c'est de voir comment on peut faire aussi bien, voire mieux que les autres. Et deuxièmement, il est germanophobe, alors que je pense que le lien entre la France et l'Allemagne est majeur et que je reproche au gouvernement de M. Hollande le décrochage de la France qui empêche d'être au niveau de l'Allemagne. Oui, Jean-François Copé, hier, Laurent Wauquiez me disait aussi, aucune idée n'est apportée sur la table à l'UMP. Il m'a dit ça, hein, vous l'avez pas regardé, vous l'avez pas regardé, hein, non, mais je vous le dis. Bon, c'est peut-être parce qu'il n'a pas eu l'occasion de participer à toutes les conventions auxquelles il est convié. Mais pour le reste, je crois que jamais l'UMP, au contraire, n'a autant produit d'idées, de conventions, et avance surtout dans sa reconstruction. Parce que je voudrais juste vous rappeler une chose, c'est que nous sommes le premier parti de France et que ça nous engage. Ça vous engage aussi à faire taire vos querelles. Je n'oublierai pas ceux qui m'ont attaqué pendant la campagne au lieu de me défendre. Ça, c'est ce que vous avez dit mardi matin. Vous pensiez évidemment à François Fillon et peut-être à Laurent Wauquiez. Non, je pense absolument réplique pas. de Fillon, il demande la mise en place d'un comité de surveillance pour superviser la gestion financière de l'UMP. C'est ce que demande François Fillon. La mise en place d'un comité de surveillance. Il exige, pardon, laissez-moi terminer. Il exige des explications sur les comptes du parti. C'est vrai.
Vous avez un métro de retard, là. C'est Non, pour ça que je voudrais vous compléter. Alors attendez. Vos proches auraient piqué à Fillon et l'ont accusé d'avoir utilisé des hélicoptères pour faire Paris-la-Sarthe lorsqu'il était Premier ministre les week-ends. Non, c'est vrai ou faux, ça? Attendez, oui. Vous avez un petit métro de retard. Ah bon, et pourquoi? Oui, parce qu'en réalité, ces débats sont déjà derrière nous. Moi, il y a 3-4 jours. Écoutez-moi, j'ai dit, d'ailleurs, à votre antenne, que je donnerai au lendemain des municipales ce que j'ai fait, l'ensemble des éléments de réponse pour définitivement tordre le cou au mensonge éhonté du journal Le Point. C'est d'ailleurs publié sur notre site de l'UMP, vous le verrez si ça vous intéresse. Tout était faux et nous l'avons démontré au nom de la transparence. Pour le reste, Jean-Jacques Bourdin, je ne polémiquerai pas. Parce qu'en réalité, pour moi, le sujet, il est de rassembler. Ce qui nous rassemble est bien supérieur à ce qui peut ici nous séparer. Sur les idées, sur le service de la France, et ma responsabilité de président de l'UMP, elle est de veiller à ce que l'on travaille à tout ça. Jean-François Copé, calomnie, a dit François Fillon sur RTL, c'était mercredi matin. Calomnie que tout cela, toutes ces accusations d'utilisation d'hélicoptères. Là encore, bon. La transparence. Alors, j'ai 2 questions. La transparence, oui. La polémique, non. Bon, alors j'ai 2 questions. Quand est-ce que les comptes de l'UMP seront publiés? Alors, nous avons les comptes sont déjà publics. Nous avons publié déjà, à travers la note dont je viens de vous parler, tous les éléments de réponse au journal, aux calomnies du journal Le Point. Oui, aux calomnies, d'accord. Mais qui concernent le financement de la campagne. Est-ce que vous aviez parlé de propositions de loi sur la transparence des partis politiques qui allaient être déposées? Quand seront-elles déposées? Donc, déjà, tous ces éléments sont sur le net. J'observe que ni le Parti Socialiste, ni le Front National, ni le Front de Gauche ne publient rien du tout. Ils se sont absolument pas concernés. Il faut dire qu'ils n'ont pas le point pour raconter des horreurs sur eux. Bon, fausses en plus. Mais ça va peut-être venir, remarquez. Mais en ce qui concerne maintenant les propositions de loi de transparence, je m'y suis engagé, je suis en train de les finaliser, et comme je l'ai dit, je les déposerai, écoutez, dès que c'est terminé, parce que je veux faire les choses de manière sérieuse et rigoureuse, peut-être avant la fin du mois de juin, mais en tout cas, je l'aurai fait. Soit mon groupe souhaite l'intégrer dans ses travaux globaux, et je le ferai au sein de mon groupe, soit ça n'est pas le cas pour des raisons de calendrier, ce que je comprendrai, et alors je les déposerai sur le bureau de l'Assemblée nationale. Voilà. Merci Jean-François Copé. Merci à vous. 8h57, merci.